Le monde change plus vite qu'on ne veut l'admettre. Après l'arrestation spectaculaire d'un chef d'État et les frappes qui redessinent les équilibres, une question s'impose. Qui est le prochain? Ce n'est pas un retour de l'interventionnisme. Il ne s'est jamais arrêté. Derrière le discours du droit international, ce sont les rapports de force qui décident. Et aujourd'hui, tous les regards se tournent vers le Sahel. Zone stratégique, terre riche, nouvelles alliances. Faut-il craindre une nouvelle confrontation mondiale ou assistons-nous à un grand partage silencieux du monde? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Après l'opération spectaculaire Absolute Resolve au Venezuela, qui a vu le rapt de Maduro et alors que les premières frappes américaines déchirent le ciel de Téhéran dans un silence assourdissant des Nations Unies, une question brûle toutes les lèvres des chancelleries: qui est le prochain sur la liste? Alors que Washington redessine la carte du monde à coups de missiles et de pression diplomatique, tous les regards se tournent désormais vers une région en mutation géopolitique majeure, le Sahel. Pourquoi le retour? Ça suppose que cela s'était arrêté. L'interventionnisme ne s'était jamais arrêté. C'est-à-dire que le monde, tu sais, le désordre qui a conduit à la Première Guerre mondiale, après on est allé à la Deuxième Guerre mondiale, après tous ont tellement saigné qu'ils se sont dit non, mettons sur pied un système qui nous évite tous ces malheurs. On a créé l'ONU, on doit respecter le droit international. Bon, le droit international, en fait, doit être respecté par les petits pays les plus faibles, qui vont dire oui, chef, oui, chef, oui, chef. Mais les chefs, eux, ils continuent tranquillement. C'est parce que c'est après la création de l'ONU que les gens sont allés attaquer le Vietnam hier ou avant-hier, et ils sont allés attaquer tous les pays, hein, si je peux te citer, c'est toute une chaîne d'attaques, d'agressions, de pillages, hein, le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, et la Libye, et la Syrie. Donc ça continue, ça ne s'était jamais arrêté. À un retour, on est dans la continuité que le plus fort peut agresser le plus faible, surtout pour lui prendre ses biens. De nos jours, il vaut mieux, quand tu es faible, il vaut mieux ne pas être riche. Parce que l'Amérique, c'est l'histoire de la caravane qui va vers l'ouest. Les bandits savent que la caravane transporte de l'or, mais les bandits attendent la caravane, ils attaquent la caravane, ils tuent les passagers de la caravane, ils prennent l'or, ils se retirent dans la montagne pour se partager l'or. Le même schéma est là. On a beau créer l'ONU, on nous a beau bourrer d'histoire de droit international, mais quand tu n'es pas le plus fort, qu'est-ce que le président Macron a dit? Si tu veux être respecté, il faut être fort. Donc, personne n'a chassé la France du Sahel. C'est la France elle-même qui s'est expulsée du Sahel. On ne va pas revenir tous les jours sur le même sujet parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est devant nous. Maintenant, les Américains, tu sais, ils utilisent la force, c'est-à-dire que le bâton, mais il leur arrive de se rappeler qu'il y a aussi la carotte. Alors on tend d'abord la carotte et si ça ne mord pas, là on sort le bâton. Donc les Américains savent. D'ailleurs, tout le monde sait, en Occident comme en Afrique, tout le monde sait que ces pays du Sahel regorgent de richesses illimitées. Mais quand on te dit que l'empereur malien, Kanka Moussa, s'est rendu à la Mecque avec une caravane, un convoi de plus de combien, 20 ou 30 ou 40 000 chevaux, chameaux, transportant rien que de l'or. Et il en a distribué tellement que sur le marché de l'or en Égypte, le cours de l'or s'est effondré. Même jusqu'à la Mecque, le cours de l'or s'est effondré. Alors quand tu te dis qu'en ce moment, on exploitait l'or d'une manière artisanale, tu imagines ce qu'il y a aujourd'hui encore sous le sous-sol du Mali, du Burkina et du Niger. Tout le monde sait ça, ils savent. Ils ne nous ont pas dit, hein, c'est même les pays, les dirigeants de ces pays-là, on ne leur a pas encore dit tout ce dont leur terre regorge. Mais les Russes sont venus protéger le Sahel. Les Russes ont des informations, c'est les gens parmi les mieux informés du monde, pour ne pas dire les mieux informés du monde. Ils savent que au Sahel, ce n'est pas une question de simple colonisation ou recolonisation, il s'agit d'éteindre les populations, de tuer tout le monde. Parce que quand on envoie les soi-disant djihadistes, je rappelle que le Sahel est une zone majoritairement musulmane. Le Mali, le Burkina et le Niger, mais je n'ai pas les statistiques, mais au moins à 90% ils sont musulmans. Est-ce qu'on devait avoir des djihadistes dans un pays où 90% de la population est musulmane? Donc il y a un programme d'extinction contre ces populations
Bon, on l'appelle djihadiste, on les appelle mercenaires, on donne tous les noms qu'on veut, pourvu que ce soit gérable pour les communicants des pays terroristes. Donc, les Russes sont venus pour aider à sauver ces pays. Dites-en tout ce que vous voulez, c'est ça qui est la vérité. La dernière fois, à Niamey, mais les troupes de Africa Corps étaient là. À Niamey, à l'attaque de l'aéroport, à Niamey, Africa Corps était là. C'est-à-dire que les soldats russes étaient là. Est-ce que c'est mauvais d'aider un pays qui est attaqué par des terroristes? Donc, les Russes sont là pour protéger ces pays contre les terroristes. On sait qu'il n'y a pas de terroristes, vous et moi, nous le savons. Mais ils sont là pour les protéger. Quant aux Américains, vous savez, le monde est en train de changer. Hein. Les Russes et les Américains sont plutôt enclins à s'entendre pour se repartager le monde. Ça veut dire qu'il y aurait une autre conférence de Yalta où les grands s'étaient partagés le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura, ce n'est plus Yalta, mais c'est Alaska. Ça veut dire qu'ils sont allés, écoute, toi tu veux le Groenland, bon, débrouille-toi avec tes Européens, je ne suis pas dans vos salades, mais moi, par exemple, c'est un exemple, hein, je n'étais pas là-bas. Ça veut dire que moi, tu me laisses la paix au Sahel. Pourquoi pas? Bon, toi, tu veux l'Iran, mais malheureusement, sur l'Iran, il n'y a pas de concession. Tu laisses l'Iran là où l'Iran est, avec sa liberté, son indépendance et ses dirigeants tels qu'ils sont. Les Iraniens n'ont jamais eu l'ambition de tuer les Américains ou de prendre le pouvoir aux Américains ou de s'attaquer aux chefs d'État américains. Donc, vous les laissez. Donc, parce qu'en fait, en réalité, l'Afrique n'est pas une priorité pour les États-Unis d'Amérique. Aucune priorité. Même quel que soit le réservoir qu'on a au niveau des États de l'AES, ça ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, et jusqu'à ce que, si mes sources sont encore exactes, jusqu'à ce que moi je ne quitte les États-Unis d'Amérique, l'eau coûtait plus cher que le pétrole. L'essence qu'on mettait dans les véhicules était moins chère par rapport à l'eau qu'on buvait. Donc vous voyez qu'ils ramassent ça. Ils n'étaient pas producteurs à l'époque. Ils ramassent ça au niveau des pays du Proche-Orient. Ils amènent ça chez eux, qu'ils distribuent gratuitement. Donc, ce qu'on a en Afrique, d'accord, mais leur priorité, c'est que non, les Russes ne doivent pas être quelque part où eux, ils n'ont pas leur regard. Oui, même la guerre d'Ukraine était une guerre par procuration. En réalité, la Russie ne se battait pas contre l'Ukraine. La Russie se battait contre l'OTAN, les États-Unis en tête. Donc, les guerres par procuration, il y en a. Surtout quand c'est en Afrique, les proxys n'attendent même pas qu'on les sollicite. C'est eux-mêmes qui se constituent en proxy pour provoquer les autres. Ça n'est pas tombé à cause des forces extérieures. C'est à l'intérieur. Même Maduro, on a pris Maduro à cause des trahisons intérieures. Naturellement, dans le Sahel aussi, les trahisons ne sont pas exclues. Hein? Mais c'est une politique très, très ancienne pour les États-Unis d'Amérique. Et puis maintenant, s'il y a une priorité qui concerne les États-Unis d'Amérique, la question du terrorisme et autres, ils sont prêts à agir. L'AES, c'est des pays dont les dirigeants ont l'esprit ouvert. Ils travaillent pour l'intérêt de leur population. Les Américains travaillent pour les intérêts de leur population. Tu viens de le dire, que l'essence coûte même moins cher que l'eau. Donc, voilà le mérite de Trump. Ce n'est pas la même chose que dans les pays où on affame la population pour des raisons, je l'ai dit, idéologiques. Ce n'est pas la même chose. Entre celui qui travaille pour le bonheur de son peuple et celui qui travaille pour le triomphe de son idéologie sectaire, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est ça la force de Trump. On a beau dire ce qu'on dit, hein, mais lui, il est dans le sens de on va améliorer la vie des Américains. Est-ce que quand tu regardes partout dans le monde, on est dans cette logique? Non, on va affamer les gens, on va augmenter le prix du gaz, on va augmenter le prix de l'électricité. Il faut haïr les Russes. Si vous haïssez les Russes, les augmentations là, c'est rien. Vous devez supporter ça. Il faut haïr les Russes. Ah ben d'accord, merci. Pour clôturer cette première partie, si éventuellement les États-Unis frappent l'Iran aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'Afrique? Bon, frapper l'Iran, est-ce qu'eux-mêmes prendraient ce risque? Parce que... Avec les porte-avions, parce que tu sais... Les avions, le personnel déployé sur place. C'est comme en matière de pédagogie. Quand tu veux prendre une sanction, tu analyses quel est l'impact de la sanction et quel est l'effet retour de la sanction. Et donc, par rapport à ça, je ne vois pas les États-Unis d'Amérique prendre ce risque. Parce que l'Iran, c'est le cabri mort. Cabri mort n'a pas peur du couteau. Mais quand l'Iran va bloquer le détroit d'Ormuz seul, ça c'est un seul jet, ça. Et que l'essence va passer aujourd'hui, je crois, de $60 à $200 le baril. Comme il le décrivait aussi d'une manière aussi optimiste, au lieu que le gallon là-bas soit à $1 ou $2,
qu'il monte brusquement à $20, mais c'est Trump qui tombe, hein, ce n'est plus l'ayatollah. Hein. Aujourd'hui, l'Iran dit, écoutez, pour nous, ce n'est même pas la peine qu'on attaque les pays voisins, on va frapper l'Amérique directement. Mon ami, chez nous, on dit que si quelqu'un, un aveugle, te menace, qui va te jeter une pierre là, c'est qu'il a déjà le pied sur la pierre.